Bonjour ou rebonjour et bienvenue à la symphonique des mesures numéro 9, donc qui s'est déroulée du 18 novembre au 15 décembre. L'objectif du sprint précédent était de pouvoir présenter dans les mesures les visualisations des consultations de différentes origines avec des focus sur des consultations totales du texte. Donc via la Excusez-moi, le son est très très mauvais. Oui. Oui. Voilà, tu as coupé le parleur. Oui, j'ai coupé. En fait, il faut juste que tu coupes le micro de celui. Ah, de celui. Ouais. J'ai coupé le micro de parleur. C'est bon? Je reprends? Attends, c'est une question là. Oui, voilà. J'espère. Tu veux pas une question? Oui. Du coup, il faut que tu rebranches le parleur. Normalement, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Bon, c'est parti. Il nous écoute encore? Il y avait une question peut-être? Oh, il n'est pas sûr. Est-ce que vous nous entendez? Là, c'est mieux. Ah, voilà. L'objectif du sprint précédent était de pouvoir présenter dans les mesures, donc les visualisations des consultations de différentes origines, avec un focus des consultations du texte, donc via la plateforme Xtext ou les bibliosites du CNRS. Aujourd'hui, le thème du sprint est mettez un V5 dans votre moteur avec Xpack. Donc, nous vous montrerons les nombreuses nouvelles fonctionnalités apportées par cette version, sachant que l'objectif principal était l'usage du contrôle d'accès supplémentaire sur les index Elasticsearch, et donc sur la visibilité des données dans les tableaux de bord. Donc, chacun pourra voir que les données pour lesquelles il lui a attribué un droit d'accès, il aura ses propres tableaux de bord personnalisés. Donc, le MVP actuel débouchera sur d'autres sprints plus ciblés. Comme d'habitude, l'ordre du jour avec toujours une partie communication, analogiste, EasyParse et EasyMesure. Donc sur la partie communication, dans les supports utilisateurs, donc, nous avons répondu par mail à Évry, Brest et Montpellier sur la mise en place d'EasyParse. Ensuite, Fred vous parlera tout à l'heure du Trello et donc, nous avons réalisé avec Rémi, Frédéric et moi-même un ADE sur Kibana le 25 novembre 2016. Donc, le thème était mes premiers pas dans Kibana. Donc, sous forme d'atelier, nous avons expliqué pas à pas comment créer ses propres tableaux de bord. C'est un atelier qui a énormément plu, ce qui nous amène à envisager des formations sous forme d'atelier. Donc d'ailleurs, une première session est prévue lors des caristes le 21 mars 2017. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter le service formation du LIS. Le service formation quoi? De l'INIS. De l'INIS, d'accord. Nous avons également récupéré les données de 2016 de France-Comté et de 2015 de Montpellier. Non, Toulouse. Oui, 2016, donc Besançon et 2015 et 2016 pour Toulouse, que nous avons inséré dans EasyMesure afin de leur fournir donc prochainement leur tableau de bord. Et je laisse la main à Dominique pour la partie sécurisation des connexions. Oui, on vous a lancé un appel pour vous connecter sur EasyMesure, parce qu'en fait, il s'est passé des choses au niveau fédération d'identité pour sécuriser les accès, les connexions. Donc, on passe par la fédération d'identité et l'objectif qu'on a aussi, c'est de donner des accès personnalisés à des tableaux de bord sous Kibana. Donc, il y aura une partie qui sera commune à tout le monde, mais il y aura aussi des parties personnalisables auxquelles uniquement les organismes auront leur propre tableau de bord. Et donc, pour pouvoir aligner l'authentification avec les droits qu'on va associer à ces tableaux de bord, on avait besoin de savoir quels étaient les éléments, les attributs, enfin c'est un peu technique, hein, les attributs remontés par les fournisseurs d'identité. Donc, dans le cas du CNRS, c'est Janus.
Donc pour ça, on vous a demandé de vous connecter parce qu'en fait, en même temps, on enregistrait les données qui étaient remontées par les fournisseurs d'identité. Et puis en même temps, il y a aussi une migration de la identité destinataire. Les fichiers d'attributs qui sont fournis par Renater sont un peu différents. Il y a un peu plus d'informations dedans. Donc on a fait la mise à jour de la configuration. Et donc potentiellement, donc, on a enregistré vos connexions. Il y a eu à peu près 60 personnes qui se sont connectées, et ça représente à peu près 40 fournisseurs d'identité, identity providers. Et donc à partir de ça, on va pouvoir voir sur quoi on peut se baser pour faire donner les droits personnalisés. Voilà. On était sur l'attribut organisation, on va voir s'il est rempli systématiquement. On sait déjà que non, donc il va falloir qu'on trouve autre chose. Voilà. Nous voulions réaliser l'analyse Atipun dans ANG, mais en fait, au vu du site, nous nous sommes rendus compte que Atipun est une plateforme qui développe un outil qui s'appelle Literatum pour créer des plateformes de doc en ligne avec différents outils techniques. En fait, Atipun est un partenaire technologique qui permet aux sociétés savantes et aux éditeurs de fournir, d'héberger et de commercialiser leur contenu sur le web. Il n'héberge pas d'éditeurs, mais développe des produits pour les éditeurs. Donc, il n'y avait pas d'analyse à faire pour Atipun dans la ligne 2. C'est comme un Iwire ou c'est... Non. Non, c'est cool. Il n'y a pas un exemple un peu similaire de Atipun? C'était iWire et il y en a une nouvelle maintenant. Je suis cher, mais c'est des agrégateurs, c'est pas... Ouais. Enfin, c'est aussi des plateformes techniques. Quoi. Ah oui, ça c'est une plateforme technique, en Ouais, gros, oui. une sorte de logiciel qui permet de Voilà. développer des... Il n'y Donc, a pas on retrouvera la d'analyse. même. D'accord. Nous poursuivons également la migration des analyses du wiki analogiste vers ANG. Donc Frédéric a migré dernièrement les analyses d'ArtStore Digital Library, des techniques de l'ingénieur et de Deep Dive. Je sais pas si c'est comme ça. Mais la liste des plateformes à migrer est encore longue. Donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous aider à migrer ces analyses. Et pour rappel, il y a si vous sur les liens. Donc là, il y a l'aide, il y a le lien sur l'aide pour comment migrer donc, les analyses du wiki vers ANG. C'est bien décrit, la documentation. Là, c'est notre burn down chart. Donc, c'est pour voir comment évoluent les tâches au cours du sprint. Donc, en fait, la courbe idéale, c'est la courbe verte. La courbe complète, c'est la courbe bleue. Donc, depuis 2 sprints maintenant, on a du mal à faire tout ce qu'on prévoit de faire dans les sprints. Donc là, on met en parallèle aussi les absences, hein, pour montrer que voilà, quand on ne fait pas grand-chose, des fois c'est parce qu'on n'est pas là. Alors il y a deux points quand même à noter par rapport à la lecture de ce graphique. C'est le fait qu'on compte les cartes, en fait on ne compte pas le temps passé, hein. On utilise Trello, donc on a des colonnes de affaires, en cours et faits. Et donc la courbe bleue, c'est tout ce qu'il y a dans le à faire et dans le en cours, donc c'est le reste à faire. Et donc normalement, on devrait essayer de vider ces 2 colonnes. Comme on a mis vraiment en objectif de sprint le passage en V5, ça représentait peu de cartes. Parce qu'en fait, on n'avait pas une grosse visibilité sur ce que ça représentait, donc au niveau estimation, hein, on savait qu'il fallait qu'on passe en V5, mais les tâches qui étaient associées à cette migration n'étaient pas clairement identifiées. Donc, au fur et à mesure aussi, on a découpé, donc on a un peu rajouté des cartes, donc à la fois il y en avait qui étaient faites, mais qui réapparaissaient. Donc c'est pour ça que la courbe elle est basse. Et puis c'est aussi parce qu'on a beaucoup de travail et on en met beaucoup plus que ce qu'on arrive à faire en ce moment.
On en a parlé un peu en rétro. On va essayer de faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà ce que je veux dire là-dessus. Après, ça, Frédéric. Donc, ce mois-ci, nous avons les métriques des plateformes. Donc, on voit qu'au niveau du total des plateformes recensées, le chiffre n'a pas évolué. Nous sommes toujours à 325 plateformes. En revanche, pour l'étape 5 à 10, donc plateforme avec le parseur développé en cours de test et jusqu'à l'étape 10 qui est l'étape de la plateforme à jour, on a 168 plateformes, donc il y en a 2 nouvelles, j'en parlerai après. Et puis donc le taux a un petit peu monté, donc on est à 51,69%. Donc pour la partie analogique, donc le petit sommaire, on a mis à jour donc des plateformes, on a mis à jour des parseurs, donc en particulier Springer. Il y avait 2 corrections. Une correction sur l'URL qui contenait un book, qui contenait book dans l'URL, mais en fait c'était un sommaire, un touch. Donc en fait c'était faussé au niveau de la consultation. Et puis aussi là en cours, on n'a pas encore tranché, c'est par rapport à un téléchargement de book section et d'un article PDF. Donc on a un DOI dans l'URL, mais on va être sûr que dans le DOI, donc il y a un ISBN ou un ISSN qui est inclus, mais on va être sûr que l'identifiant est bien pris en compte. Donc on est en train d'en débattre un petit peu, et puis je pense qu'au prochain sprint, ça sera fait. Sinon, on a fait de nouveaux parseurs. Donc suite à l'info de Thomas sur Sage. Donc Sage est une plateforme qui est agrégée par iWire. Et il y a une info qui nous a été communiquée pour nous dire que Sage quittait iWire pour créer sa propre plateforme. Donc on a, à partir du mois de décembre, on a surveillé et puis on a détecté des nouvelles URL. Et c'est des URL de consultation d'articles et consultation d'articles en HTML et en PDF avec reconnaissance de DOI. Donc on a développé un parseur avec Apple et donc on l'a mis en phase de test. Bon, moi personnellement j'ai testé avec EasyLogger, ça a fonctionné. Et j'invite les contributeurs aussi à tester ceux qui ont cette plateforme. Donc j'ai envoyé aussi un courrier pour signaler que iWire Sage quittait iWire et que dans les EC VisiParts jusqu'en décembre, on aurait les consultations de Sage dans le publisher name de iWire et à partir de maintenant, on aurait en plateforme name Sage qui serait séparé. Sinon, il y a 2 autres parseurs qui ont été développés pour Sciences Po, c'est Sage Research Method Online et Financial Times. Donc Abdel les a fait. Je cherchais des côtés de moi ce matin. Et donc c'est pareil, c'est en étape 5 pour pouvoir être testé. Et puis donc la précédente sprint, j'avais parlé justement de Silvershare, qui est une plateforme comme iWire, plateforme qui agrège des éditeurs. Donc on avait recensé sur le Trello 4 plateformes qui sont agrégées maintenant par Silvershare, c'est ASME, SPI, JAMA et ACCP. Et donc avec Sylvie, c'est un petit peu aussi notre baptême du parseur. On a donc créé ce parseur, mais il n'est pas terminé parce que on a encore plein de choses à faire dessus. Mais on a quand même fait 4 URL, je crois, de consultation. Donc c'est en cours de développement et je pense que le mois prochain il sera vraiment terminé. On demandera l'aide à l'équipe pour justement nous aider à consolider le parseur. Là on est sur de l'investissement à long terme. Ça couvre combien d'éditeurs Une vingtaine, mais chez nous, enfin dans EasyParts, pour l'instant il n'y en a que 4 qui sont recensés. Mais j'ai mis la liste de tous les éditeurs dans la carte Trello. Et j'avais fait aussi un courrier pour justement inviter les contributeurs à faire des analyses s'ils avaient des éditeurs sur cet agrégateur.
on peut passer à la diapo suivante. Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif comme un schéma de ce qui s'est passé. Donc, je vais parler justement de l'OCDE, librairie. Et donc, c'est une plateforme qui pose un problème, puisque Anna, donc notre collègue de Sciences Po, a réalisé des analyses de consultation de book sections et d'articles en PDF. Le problème, c'est que ces URL sont totalement identiques et donc il n'y a aucun paramètre qui permet de les différencier. Donc Anna a proposé par défaut d'attribuer un article à toutes ces consultations. Et donc nous, on a pu prendre la décision, on a envoyé aux contributeurs pour leur demander leur avis. Et donc on attend. Sage Journal, dont j'en parlais tout à l'heure, donc avec le parcours dans Analogist, Trello, EasyParse, et puis contributeur. Et puis la dernière plateforme qui pose un problème, c'est les classiques Garnier. Donc classique Garnier, c'est une plateforme où on a d'autres établissements et ainsi que nous-mêmes avons fait des analyses pour développer ce parseur. Et là, il s'avère qu'il y a une seule, enfin visible pour celui qui consulte, une seule analyse, une seule URL visible. Et donc, ça pose un problème parce qu'on n'arrive pas du tout à qualifier les consultations. Donc, j'avais demandé l'avis à Yannick et je pense qu'il peut compléter ce que je dis au niveau de ce qui se passe derrière. Oui, effectivement. Dans le cas généralement, quand on a une URL qui ne change pas dans la plateforme, on est toujours en mesure de regarder des requêtes qui se font en tâche de fond pour trouver des identifiants, ou parfois il va télécharger un PDF en fond pour ensuite l'afficher dans la page. Dans le cas de Garnier, dans les requêtes qui sont faites derrière, on ne trouve des identifiants nulle part, ce qui fait que c'est un peu mystérieux la manière dont ça fonctionne. C'est peut-être l'état courant de la navigation est peut-être stocké en session, quelque chose de ce genre. En tout cas, c'est totalement opaque et on ne peut rien récupérer. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'exemple. Bon, je pense que c'est difficile à voir, mais on voit bien, on est sur une base d'un dictionnaire et vous avez beau vous balader dans toute cette base, vous restez sur cette URL qui est au centre, qui ne bouge pas. Donc on a décidé pour l'instant de déclarer cette plateforme comme analyse infaisable et on l'a mis en statut. Donc voilà pour la partie analogie. Et ensuite, donc, lors de la première, par rapport à EasyParse, lors de la première sprint review que nous avions fait au mois de mars, on avait fait un petit état des lieux des plateformes du CNRS. C'était sur 6 mois de C, je crois. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'en faire un nouvel état des lieux sur une année complète pour l'année 2016. Donc, je rappelle qu'on a attribué une certification H aux plateformes qui contiennent au moins 95% d'identifiants qualifiant la consultation. Par exemple, des types de publications, des ISSN, des DOI, qui permettent ensuite de pouvoir faire des tableaux de bord. Donc, Sylvie m'a créé dans Visokio elle m'a remis à jour une nouvelle procédure dans Visokio, puisque maintenant les champs dans EasyParse sont agrégés. Donc, une nouvelle procédure qui permet de calculer ce pourcentage. Donc, j'ai rentré en fait tous les dossiers de tous les portails du CNRS. Donc de janvier à novembre, puisque maintenant c'est l'itinéraire. J'ai recensé donc dans le Trello 60 plateformes qui ont le statut à jour, 60 plateformes ministres. Donc sur ces 60 plateformes, j'ai obtenu 30 plateformes qui ont donc plus de 95% d'identifiants qualifiants. Et donc j'ai mis des exemples. On a bien sûr des grosses plateformes qui quand même font une grande couverture au niveau des titres. Donc il y a Elsevier, comme l'année dernière en 2015. iWire qui a 100% de publication en title grâce au scrapper qu'Yannick avait fait. Il y a aussi par exemple des plateformes comme Springer qui ont 100% de DOI.
plus loin, je crois, dans la diapo suivante, on a Nature Publishing, bien sûr, qui est consulté. Il y a Kern qui est en FHS, qui contient 98% d'ISSN. Et puis, il y en a une autre encore, ACS, qui a 100% de DOI. Donc, le bilan de ça, c'est que donc, 30 plateformes, pour l'instant, ont plus de 95% d'identifiants. Et donc, on voit qu'il y a une de progression sur des plateformes comme Kern qui ont augmenté au niveau du pourcentage. Et en tout cas, les plateformes qui avaient été certifiées en 2015 n'ont pas baissé au niveau de leur pourcentage. Donc, on essaie à notre niveau de maintenir le niveau de qualité des plateformes, enfin des IPARS pour les plateformes. Voilà, on a quand même un petit souci, c'est avec Springer, qui malgré ses 100% de DOI, on a un petit problème au niveau des champs agrégés. Et moi, je pense, et on en a discuté un petit peu entre nous, que ça vient du middleware. Voilà, donc, c'est quelque chose qu'on doit encore regarder. Enfin, pour EasyPass, donc, on a modifié un petit fichier donc, pour les prédéfinis. Donc, c'est pour permettre la réalisation des tableaux de bord en interne et aussi réaliser des tableaux Kibana dans EasyMeasure. Donc, on a décidé de retirer l'anonymisation des fichiers en sortie parce que ça pose un problème. Donc, nous avons avec Dominique modifié ce fichier donc, qui est dans le fichier ressources field dans EasyPass. Et donc, on peut voir dans le menu déroulant que maintenant, quand on choisit par exemple init TNRS, dans les headers, on n'a plus des champs cryptés qui apparaissent en bleu, qui apparaissaient en bleu avant. Donc maintenant, dans les EC, on peut connaître le login et l'INR de l'établissement. Et maintenant, je laisse la parole à Abdel. Pendant ce sprint, on a passé pas mal de temps pour la révision de la documentation EasyPass. Comme vous voyez à gauche, on utilise un outil qu'on a déjà décrit l'autre fois, c'est ReadyDoc, où on héberge notre documentation. Et la documentation est hébergée directement aussi dans GitHub. Alors ReadyDoc, il se base sur GitHub pour toutes ces informations-là. Comme vous voyez, c'est une interface simple pour l'utilisateur qui contient un menu à gauche où on peut naviguer facilement pour la lecture de la documentation. Elle est assez complète pour qu'un utilisateur utilise EasyPass. À droite, il y a la documentation sur GitHub. C'est là où il est principalement hébergé. On peut naviguer et la lire directement là, mais c'est un peu moins visible que ReadyDoc. Principalement, ce qu'on a fait pendant ce sprint, c'est lire et sortir les points sur lesquels on va faire des modifications. Sur le deuxième slide, on a listé la plupart des points qu'on va modifier, ou bien changer, ou bien rajouter. La plupart des points sont réalisés, il reste quelques points à faire maintenant. Je passe la main à Yannick. Alors, au niveau du développement d'EasyMeasure pendant ce sprint, donc je rappelle que le but était de passer à la version 5 de la suite Elastic, donc qui inclut Elasticsearch et Kibana. Donc, première chose que l'on a fait avant de faire cette migration, c'est que on a remis en ligne la machine de production d'EasyMeasure pour pouvoir vous demander de vous y connecter afin de pouvoir récupérer et voir ce qu'on trouve dans les identifiants retournés par Shibboleth. Donc voilà, la prod est actuellement en ligne avec la version pré-migration. Et voilà. Donc, ensuite, deuxième chose, avant de s'attaquer à la migration, on vous avait présenté lors de plusieurs sprints avant celui-ci,
la possibilité d'enrichir dans EasyMesure les données d'EasyMesure à partir d'enrichisseurs tout simplement, et cette partie n'était pas documentée, donc elle l'est à présent. J'insiste tout de même sur le fait que c'est une fonctionnalité qui reste sous la forme d'un MVP, qui n'a pas encore été consolidé. On s'est rendu compte après coup que ça nécessitait encore quelques améliorations. Voilà. Donc ensuite, objectif principal du sprint, passer à Kibana 5. Donc la grande différence avec la version précédente de Kibana et Elasticsearch, c'est l'intégration de ce qu'on appelle XPack, qui était quelque chose qui était plus ou moins un module à installer à part et qui aujourd'hui est intégré et qui apporte tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Alors premièrement, ça va être suivante. Avant, après, c'est beaucoup plus coloré. Donc, on remarquera que la tête de Kibana a pas mal changé. Bon, en dehors de ça, les choses restent à peu près les mêmes. Hein. Enfin, je pense qu'on va pouvoir aller dessus. Donc, la page d'accueil d'EasyMesure ne change pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va remarquer, c'est que du coup, une fois qu'on va sur les tableaux de bord, on a l'authentification toujours par Shibboleth, mais derrière, maintenant, et c'est la première grande nouveauté de la Stack 5, on a une gestion de l'authentification au niveau Kibana Elasticsearch. Et donc, ce que ça va nous permettre de faire, ça, c'est de gérer des droits de visualisation des dashboards et des index, enfin, d'une manière générale de tel champ ou des données de telle université ou autre. Tout ça, on va pouvoir le gérer de manière plus fine. Voilà. Ensuite, deuxième chose intéressante, mais qui va nécessiter un peu de recherche parce qu'on vient tout juste de faire la migration, c'est la possibilité de créer des rapports au format PDF et de pouvoir les générer de manière régulière et les envoyer par mail à une liste d'utilisateurs. Donc, on sait que la fonctionnalité existe. On ne sait pas encore comment ça marche, mais on sait qu'elle existe. Pour l'instant, on a une erreur. Voilà. Ça, c'est une fonctionnalité qui va ramener pas mal de valeur ajoutée. Reste à la mettre en place. Ensuite, on va voir une nouveauté intéressante, c'est la possibilité de visionner des graphes. Et notamment, il me semble qu'on avait un graphe déjà fait. Oui. Voilà. Comme ce magnifique graphe qui présente les liens au niveau de BiblioVie, si je me souviens, oui, BiblioVie. Les liens entre UMR, portail, éditeur et titre de journaux. Donc ça c'est pareil, on découvre un peu, on ne sait pas encore exactement tout ce qu'on peut faire avec, mais c'est alléchant. On peut voir des liens en disant voilà, ces unités-là, elles se connectent sur cette plateforme-là pour voir un certain nombre de titres. Enfin, en plus, c'est dynamique, on peut mettre des critères ici. Enfin, il y a de quoi faire des choses. Enfin, il y a de quoi voir des choses. C'est sûrement que l'épaisseur des traits doit avoir une symbolique voilà. Par rapport au nombre de... Tout à fait. Là, on a vraiment pris les paramètres par défaut, mais en fait, ce qui se passe ici, c'est que par exemple, on a choisi les 20 plus significatifs pour ce qui est donc des logins, enfin de ceux qui se sont identifiés. Après, on a pris les 10 plus significatifs pour les plateformes, et puis on a pris les 15 plus significatifs pour... Mais à partir du moment où on va mettre une requête ici, alors je ne sais même pas si ça marche, hein, mais si on met des choses comme ça, voilà, par exemple, pour une requête donnée, ça change. Voilà. Donc il y a de quoi explorer les données. Et là, c'est un graphe vraiment que j'ai fait comme ça pour montrer la fonctionnalité. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà, je passe la main. Voilà, mais là c'était pour une diapo complémentaire
pour dire qu'en fait, la sécurité, elle est multicouche et progressive. Donc on peut, en fonction des droits qu'on a et des rôles qu'on définit, on peut définir des droits sur les clusters, hein, donc c'est un niveau assez global. Les index, en fait, ça va être un organisme en vrai, qui va déverser ces données dans un index, mais cet index, il va contenir des documents. Parce que pour nous, les documents, c'est les événements de consultation. Et dans les événements de consultation, il va y avoir des champs. Et donc, on peut donc définir la sécurité sur chacun de ces niveaux. Donc, par rapport à la question de Laurent de ce matin, la granularité, elle est vraiment fine par rapport aux droits qu'on peut allouer. Donc, s'il y a des champs que certains organismes ne souhaitent pas exposer, ils ne seront pas visibles aux autres, mais on pourra avoir au niveau du document des choses communes qui pourront donner une vision agrégée de tout ce qui a été déposé dans le qui fait tout l'intérêt du dépôt national. Quand tu dis au niveau champ, ça veut dire par exemple, si un établissement, alors c'est complètement aberrant l'exemple que je prends, mais c'est pour illustrer, ne veut pas partager le champ ISSN. Voilà. Il pourrait le faire. Oui, voilà. Dire ça, je ne veux pas partager avec les autres. Grâce à XPath, je peux dire que ce champ-là... Alors après, c'est du paramétrage Kibana, donc il faut que nous, on mette en place ce paramétrage. Mais c'est pour ça que, quand on avait des échanges, à partir du moment où ce n'est pas un profil standard EasyMesure qu'on utilise avec le prédéfini EasyParse vers EasyMesure, si on veut des choses plus riches, à ce moment-là, on dit, voilà, parmi ces choses plus riches, voilà ce que je veux bien exposer ou ce que je ne veux pas exposer. Je pense plutôt que ça pourrait s'appliquer si tu as des organismes qui rajoutent des informations qui caractérisent les usagers. Les postdocs, tout ça, et que par exemple ça, ils veulent pas partager. Ou des infos financières. Voilà, sur les coûts par exemple, l'accès à des revenus, sur les SSN. Après, on peut le faire sur tous les champs. Techniquement, on peut le faire sur tous les champs. Politiquement, on commence à partager en disant je partage, mais je partage pas. Ouais. Ça pose une question de philosophie par rapport au projet. Les SSN, c'est vraiment un champ sur lequel on va se faire beaucoup de croisements, je pense. Donc, non, faut que ce soit partagé. Je ne partage pas les SSN, je ne partage rien, et je ne mets rien dans les immeubles. Je veux dire. Tu reprends la main Donc là, c'est une petite vision sur la ligne de vie de 2017, donc sur la phase 2 qui s'annonce. Donc on a remis, en fait, là on est là. À partir de 2017, Yannick deviendra un CDI Couperin. Donc ça va pérenniser un peu son statut. Les choses importantes en jaune, ça va être une orientation vers, donc on va présenter, c'est Thomas et Stéphane qui vont présenter au DIRBUS EasyMesure. On aura une action de formation au cariste le 21 mars, donc ça se déroulera ici à l'UNISP. On va livrer à peu près sur la même fréquence des versions. Donc là, j'ai mis les versions sur les 6 premiers mois. On va s'orienter essentiellement sur les tableaux de bord Kibana, l'exploitation de ces tableaux de bord. Et donc du coup, ça va donner lieu à des formations aussi bien au niveau des parseurs, au niveau de l'analyse des plateformes, et puis au niveau de la conception de tableaux de bord Kibana. Donc comme l'atelier, Sylvie en a parlé, la DE que Sylvie et Frédéric ont animé a eu beaucoup de succès. Je pense qu'on va reprendre cette formule et on va la proposer dans le cadre de formation. Voilà. Et puis, donc, on prévoit de se revoir pour un prochain comité de coordination le 15 juin 2017. Et on essaiera de présenter EasyMesure, l'ensemble du projet, un colloque international
Donc ça sera avec Thomas, je pense, en octobre, courant octobre. Seulement si c'est dans une destination de rêve. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de colloques, Toujours Internet Librarian, qui est à peu près lancé par exemple, on avait déjà présenté Oui. les guitares, c'est Dominique et moi. Oui. Et ce serait pas mal de montrer la suite. Donc soit là, soit il fait chaque année ça. Ouais. Et c'est juste en octobre. L'alcool, le problème de l'alcool, c'est que en général celui de l'été il est aux États-Unis. Ah. Enfin, C'est un problème. ou pas. Non, mais justement, celui de l'automne Celui d'automne est en Europe en et général. en Europe, ouais. Et c'est dans ces eaux-là aussi. Ok. Donc Internet Librarian. Après, si vous voyez passer des appels Merci. N'hésitez pas à nous les faire suivre. S'il y a un thème technologie ou data visualisation ou big data, des choses comme ça, si vous avez vent d'appel à la communication, à la participation, n'hésitez pas à nous faire suivre. Voilà pour la ligne de vie. L'agenda, donc on a fixé, enfin non, elles ne sont pas fixées, on a mis quelques dates. Donc le prochain serait aux alentours du 2 février, la prochaine rentrée de sprint, du 2 mars, on en a 5 mois, mais elles ne sont pas vraiment encore fixées, il faut qu'on en discute tous ensemble afin de savoir réellement les dates. Donc le prochain serait le 2 février. Ah, tant mieux. C'est le deuxième jour de Airbus, sachant qu'on présente le premier. D'accord. Donc le premier, c'est dire Bust. Oh. Voilà, si vous avez des questions. C'était clair ou c'était... Excusez-moi, j'ai raté la fin de la réunion. Est-ce qu'on en a fixé une nouvelle? Alors, la prochaine réunion, ce sera la sprint revue, la revue de sprint numéro 10 pour les e-mesures le 2 février. Et le prochain comité de coordination, ce sera aux alentours du 15 juin. Mais on vous reconfirmera ça par mail au début de l'année. Comme je l'ai déjà dit, les jeudis matins, moi j'ai très souvent des réunions. C'est un peu dur. D'accord. Après, comme on enregistre tout en vidéo, vous pouvez les revoir en accéléré, du coup, ça c'est pratique. Maintenant, il y avait des petits problèmes de son sur certaines vidéos. Oui, ouais, alors ça, normalement, c'est... là, on est un petit peu dépendant de l'outil qu'on utilise ici. On a essayé d'autres outils, mais qui ne sont pas non plus complètement satisfaisants. Donc, on va finir par trouver quelque chose. On espère que ça va s'améliorer l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Pas de questions. Bon, bah, sinon, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ben, Voilà. On vous souhaite de bonnes fêtes. Ouais. Pour tous. Merci. Et pour le prochain sprint, je pense on va proposer donc les accès au tableau de bord Kibana. Donc là, il y aura un peu plus d'interaction. On va déjà, dès la rentrée, en fait, contacter certains d'entre vous qui ont déjà, je pense à Besançon, je pense à Montpellier, à Rennes et à Rennes, qui ont déjà déposé des données sur EasyMesure. Il faut qu'on expérimente un peu cet aspect sécurité et droit d'accès aux différents index. Et sitôt qu'on sera un peu plus à l'aise avec ces aspects-là, on va vous envoyer une URL avec le login et le mot de passe pour vous connecter à la partie Kibana en fait, de l'application. J'ai une question, alors, ça me fait penser.
il n'y a pas moyen de coupler l'authentification fédération d'identité avec l'authentification de Kibana? Si. Alors, si on réussit à le faire, si c'est facile, on le fera. Mais pour l'instant, je préférais donner accès au tableau de bord, qu'on ait des retours sur l'usage des tableaux de bord assez rapidement, plutôt que d'attendre encore qu'on réussisse à coupler, parce que effectivement, c'est techniquement possible, mais... Parce que la première impression que ça fait, c'est un Gélant qui l'a eu ce matin d'ailleurs, qui est arrivé, mais c'est quoi? Il y a un nouveau login de passe, je ne comprends pas, il n'y a plus de tableau de bord. Oui. Donc le couplage des deux permettrait de fluidifier, de lever les quiproquos là-dessus. Tout à fait. Mais moi, alors pourquoi je priorise dans ce sens-là? Parce que je me dis que du coup, les organismes qui souhaitent déposer des données dans EasyMesure, bah, ils sont tranquilles par rapport au fait que ces données-là, ça ne sera accessible qu'à eux. Voilà. Oui, ça crée une certaine... Enfin, ça montre qu'il y a une ça montre sécurité. qu'il n'y aura que eux qui accéderont à ces données dans un premier temps. Et puis après, une fois qu'on maîtrisera bien tous ces aspects d'attribution de droits, eh ben, on montrera de plus en plus de choses de façon globale. Mais je préfère aller dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens, surtout en ce qui concerne nos données CNRS, parce qu'on va en mettre pas mal, et puis les données ISTEX aussi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable que tout soit visible par tout le monde et que tout puisse, enfin, n'importe qui puisse faire n'importe quoi. Donc, je préfère qu'on mette d'abord les droits et puis qu'on ouvre progressivement. Oui, enfin, je crois que la question de Stéphane, c'est aussi une interrogation que j'ai eue ce matin à l'ESSEC, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une double identification. Oui, il y a une on a l'impression, si tu veux, que la fédération d'identité ne sert strictement à rien. Sauf qu'en fait, ouais, c'est pas tu tout as à accès fait à zéro information. possible. Voilà. Donc, s'il y avait une espèce de page intermédiaire, telle qui existe, avec effectivement la possibilité d'accéder aux revues, à la chaîne YouTube, des liens comme ça sur EasyMesure, des liens informationnels ouverts à tout le monde, et puis un petit cadenas sur chaque tableau de bord, et là, une identification pour y aller quand c'est les tiens, machin et tout, je pense que ça serait moins surprenant, parce que moi aussi, ce matin, fédération d'identité, boum, login, password, je suis d'accord, sauf que là, moi, après, j'ai ça. Hein? J'ai ça, et le truc, c'est qu'à chaque sprint, on a plein de choses à faire, et on se dit, on va le faire, on va le faire. En fait, le truc, c'est que là, il faut garder en tête qu'on est encore en phase pilote. Donc là, on parle de 5 établissements, et l'inconvénient d'ergonomie, il est relativement limité encore. On n'est pas en train de présenter le... Non, mais ça, c'est la vision idéale. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est l'objectif, effectivement. Ouais. Je pense qu'à terme, il y aura, enfin, on ne va pas garder le mécanisme avec la double authentification pendant des mois et des mois, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu incompréhensible. Enfin, Surprenant. Bravo en tout cas pour la mise en place de trucs d'authentification et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pile poil dans nos besoins et elle vient à peine de sortir, la stack V5, et elle est du tac au tac mise en œuvre dans EasyMesure, c'est assez impressionnant. L'intérêt pour nous, c'est que ça met en œuvre plein de choses qu'on aurait eu à développer sinon. Et donc, du coup, même s'il y a ce mécanisme, c'est un petit frein, mais je pense qu'on gagnera par la suite. Avec le sapin. D'autres interventions? Questions? Remarques? Bravo. Vous voulez un petit coup de graphe pour la fin? tu peux montrer le deuxième graphe que tu as fait, hein? Ouais, j'ai arrêté l'enregistrement.